termine les semaines de la confiance. On a eu 5 programmes sur ce thème. Et on a pas mal parlé de la confiance vécue. Et ce soir aussi, du reste. Hein. Mais on va essayer d'étendre ça aux questions sociales. Le grand livre sur la société de confiance, c'est le livre d'Alain Perfit, publié en 1995. C'est l'auteur du Mal français aussi. Et selon Alain Perfit, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la méfiance fait vraiment partie de la culture française, même moderne. Ça remonte à... Enfin, il faut comprendre l'histoire de notre pays pour cela. Un autre ouvrage que je vous conseille, je suis en train de le lire en ce moment, La confiance et la puissance de Francis Fukuyama. Je vais en parler. J'avais parlé aussi une fois des grands textes de Niklas Luhmann, c'est un sociologue allemand. Et tout d'abord, je voudrais vous faire écouter un jeune professeur à Sciences Po qui s'appelle Jan Algan. Il a un style intéressant. Je peux écouter 2 ou 3 minutes si vous voulez. Si vous êtes toujours dans une société où vous êtes persuadé que les Ah, autorités ça demande sanitaires pas sont comment on incapables augmente, hein. de maîtriser le problème du virus H1N1, Donc. sont incapables de maîtriser le problème de réallocation et de destruction d'emploi, vous êtes véritablement dans une situation anxiogène, et ce n'est pas un hasard si les flux... Dans la vidéo elle-même, dans le... Non, il n'y a pas un truc de son. C'est déjà à fond. C'est déjà à fond. Bon, tant pis alors. Voilà, on lui donne une deuxième chance. Si. Il y a... Bon, peu importe, c'est pas grave. Hein. Donc c'est un monsieur qui... un jeune professeur, il a 37 ans. Et il anime des discussions comme ça à Sciences Po et à l'École normale supérieure. Et donc il commentait aussi des sondages sur la confiance. Alors, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, hein. Ouais. Alors effectivement, d'après des sondages récents, les Français ont un peu confiance dans leurs institutions. C'est l'un des pays au monde où la défiance par rapport aux autorités est la plus forte. Il faut noter quand même que les Français gardent une très grande confiance pour 2 professions, le corps médical et la police. Et les médias et les hommes politiques sont en général très très mal placés. Alors, en fait, comment on pourrait définir la société de confiance? C'est une société qui... en fait, c'est un cercle vertueux. Une société de confiance, c'est une société qui donne pas mal de gages d'assurance. C'est-à-dire qui est déjà bien organisée et où les règles du jeu sont claires. Et à partir de là, la créativité individuelle va pleinement s'exprimer parce que les gens justement ont confiance que s'ils investissent, s'ils donnent, ça sera bien reçu. Alors inversement, si une société est assez chaotique, mal organisée, les gens ne vont pas tellement investir. Bon, vous savez qu'en particulier, à un moment donné, il y a beaucoup de jeunes créatifs français qui, un peu exaspérés par les pesanteurs administratives, ils partaient en Angleterre ou aux États-Unis, parce qu'ils avaient l'impression que leurs talents ne vont jamais être reconnus en France. Vous savez que parmi les grands créateurs de dessins animés à Hollywood, maintenant, il y a beaucoup de jeunes Français. C'est parce qu'en fait, ils ont le sentiment que leurs talents ne vont jamais être reconnus en France. Ils ont peut-être tort, mais c'est un peu le sentiment qu'ils ont. Alors, j'avais demandé à une table de réfléchir sur la confiance et la reconnaissance. Je pense que c'est un point extrêmement important, quoi. Francis Fukuyama, dans son livre sur la confiance et la puissance, au tout début du livre, il a une remarque que je trouve très intéressante. Il dit « La satisfaction que nous tirons d'être associés à d'autres procède d'un désir humain fondamental, le désir de reconnaissance. Tout être humain aspire à voir reconnu sa dignité, c'est-à-dire à la voir appréciée à sa juste valeur par ses semblables.
du point de vue des principes de l'unification, l'être humain ne peut pas faire autrement que d'aimer. C'est vraiment la nature humaine. Il n'y a pas de substitut. Et on définit le cœur comme l'élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Et il faut ajouter qu'on ne peut vraiment trouver la joie que si on se donne à fond, à 100%. C'est ce qui fait que la vie humaine est si intéressante. Il n'y a pas de substitut. Si une personne n'arrive pas à donner tout son cœur, eh bien, rien d'autre ne pourra la satisfaire. Même si cette personne est couverte d'honneur, elle est riche, mais elle est frustrée dans son désir fondamental d'aimer, de donner et d'être reconnue, eh bien cette personne finalement va perdre confiance dans les autres et aussi en elle. Donc Fukuyama dit reconnu par ses semblables. Ça, je crois que ça a été évoqué à cette table. Au départ, on souhaite être reconnu parmi des gens de notre milieu. On aime être reconnu par ses parents. Les enfants font tout pour attirer la reconnaissance des parents. Si un enfant n'a pas confiance que ses parents le reconnaissent, c'est une blessure très très profonde. Après, ça va beaucoup le perturber. Parce qu'il dit, c'est curieux, parce que même mes parents ne me font pas confiance. Bah alors là, si eux, ils ne me font pas confiance, ça va être dur. Tout à l'heure, vous avez estimé qu'on a vraiment confiance dans le milieu familial. Il faut voir. C'est souvent dans le milieu familial, dans l'intimité, qu'il y a les plus graves trahisons aussi. Si on est trahi dans sa famille, si les gens sont victimes d'inceste ou de brutalité, bon, ça va vraiment les perturber très très fort. On sait que les pires trahisons, finalement, ont lieu souvent entre gens qui devraient se faire confiance. La semaine dernière, je disais que les guerres civiles sont de loin bien plus meurtrières que les guerres internationales. On ne se tue jamais qu'entre gens qui se connaissent bien. Les bonnes tueries, c'est toujours entre des gens qui sont plus ou moins semblables. Donc il y a quand même une limite à cette confiance intime. Alors, ce qui est très important, c'est que une personne, si vous prenez entre mari et femme, une femme est prête à se donner entièrement à son mari, à ses enfants aussi, et s'il n'y a pas de reconnaissance, la frustration est vraiment très très profonde. À ce moment-là, la personne va se replier sur elle-même, et elle donnera de moins en moins. Et je trouve que le thème de Fukuyama est intéressant, mais il faut vraiment le relier à l'amour. Ce n'est pas simplement un thème de sociologie, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que, en fait, notre nation, c'est un objet d'amour. Et c'est un objet d'amour qui est une extension de notre famille. L'être humain ne peut pas faire autrement que d'aimer son pays. C'est plus fort que lui, c'est irrépressible. Donc si une nation nous déçoit, la blessure peut être vraiment très profonde aussi. Ce n'est pas une question simplement politique, c'est qu'un être humain n'a pas le choix en fait. C'est pas facile d'émigrer, et donc vous pouvez imaginer la frustration de beaucoup de gens du tiers-monde. Moi j'ai souvent parlé à des Africains, ils ne demanderaient pas mieux que d'être patriotes. S'ils le pouvaient, mais ils resteraient chez eux en fait. Ils ont des talents de médecins, de professeurs, ils ne demanderaient pas mieux que d'être reconnus dans leur pays. Mais ça n'est pas possible, parce que leurs pays vont trop mal, sont mal organisés, ils ne seront jamais reconnus en fait. Et ce qui est grave pour beaucoup d'Africains, c'est qu'ils ne seront pas non plus reconnus en France. Beaucoup de gens qui ont eu un doctorat finissent dans des métiers liés à la sécurité ou des choses comme ça. Donc c'est très très frustrant pour les gens qui n'ont pas de patrie très stable. Ils sont constamment à la recherche d'une loyauté qui ne viendra pas. Ils n'ont pas d'endroit dans le monde où être vraiment reconnus. Donc nous, on a de la chance, on est peut-être dans une société qui n'est pas parfaite. Enfin, si on se débrouille bien, on sera quand même pas mal reconnu, je l'espère. Je voudrais vous reparler d'un film, j'en ai déjà parlé à certains. C'est inspiré de la vie de Marilyn Monroe. Et au début du film, on la voit sous la table. Alors c'est une petite fille qui ne demanderait pas mieux que de réciter sa leçon aux adultes.
Alors, elle est dans une immense propriété, et elle est sur la pelouse, et elle crie sa leçon vers nulle part. Il n'y a personne pour répondre, quoi. Alors finalement, de dépit, elle va à la maison, elle se met sous la table, et elle récite sa leçon au chat. Ouais. Et en fait, là, on la voit, c'est une toute petite scène quand elle est petite fille, et ensuite, il y a une coupure, et le film nous montre la même personne quelques années plus tard, adolescente, et déjà courtisée par plusieurs hommes. En fait, Marilyn Monroe, dans la réalité, a été reconnue comme une sex symbole aux États-Unis. Son nom était partout, et le film s'appelle La déesse. Elle était adulée, son image était partout, elle a été reconnue, mais pas pour ce qu'elle voulait donner au départ. Et dans le film, je ne sais pas si c'est vrai en réalité, mais le film montre qu'à un moment donné, elle retourne chez sa mère, et sa mère, qui était une femme très frivole quand elle était jeune, était devenue très religieuse, était devenue adventiste, je crois. Donc, Marilyn Monroe, à ce moment-là, ne demande pas mieux que de se convertir pour gagner l'amour de sa mère. Donc, elle prétend qu'elle est devenue chrétienne. Mais en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le Dieu de sa mère, c'est de regagner l'affection de sa mère. Et finalement, sa mère se montre toujours aussi froide en étant religieuse que du temps où elle était frivole. Et donc c'est un film qui est très poignant sur cette soif de reconnaissance dans la société. Alors il y a beaucoup de films de Hollywood sur ce thème. Dans les années 50, il y a eu beaucoup de films américains sur la quête de la gloire, les mirages de Hollywood, le fait que finalement la gloire, les honneurs, l'argent, ce sont de mauvais substituts à la vraie reconnaissance qui est une reconnaissance du cœur. Le théâtre officiel n'est pas forcément celui que l'être humain recherche. Il recherche une reconnaissance beaucoup plus profonde en fait. Alors je voudrais aussi introduire la notion de sécurité humaine. C'est un concept récent. Et pour le comprendre, il faut revenir sur les deux définitions de la confiance dont nous avions parlé il y a quelques jours. Le dictionnaire de l'Académie française définit la confiance comme l'espérance ferme que l'on place en quelqu'un, en quelque chose, la certitude de la loyauté d'autrui. Et donc selon cette définition, la confiance c'est une attitude morale. Vous avez une certaine conviction, une certaine volonté, et ça vous motive à donner. Et le petit Larousse dit c'est le sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, c'est défini plutôt comme un sentiment. Alors, en fait, les deux sont liés. Certains sociologues distinguent deux types de confiance. La confiance décidée et la confiance assurée. C'est-à-dire que la confiance assurée, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Si vous êtes dans un pays, par exemple, où la monnaie est fiable, les institutions monétaires sont hyper fiables, il n'y a pas trop d'inflation, c'est vraiment très très bien organisé. Bon, un certain nombre de gens vont être motivés d'investir beaucoup, pas tous. C'est pas parce que la monnaie est fiable que tous les gens vont être de gros investisseurs. Mais disons que dans un contexte où la confiance assurée est forte, vous avez confiance dans les institutions, les gens vont miser gros, vont prendre des risques. Ça, on appelle la confiance décidée. Donc, on dit aussi que la première, c'est un état cognitif et conatif, c'est-à-dire c'est à la fois intellectuel et moral. C'est un effet de la volonté. La confiance assurée, c'est plutôt un sentiment de sécurité. Donc la société de confiance, elle assure les deux à la fois. C'est une relation entre un sujet et un objet. Hier, je voyais un reportage très poignant sur un homme qui a perdu 2 jambes en Afghanistan récemment, en janvier. Imaginez pour un jeune homme de perdre 2 jambes dans une guerre si loin de chez soi. Et ce qui était tellement poignant, c'était de voir son retour à la maison, quoi. Combien sa femme l'a vraiment
embrassé totalement ses 2 enfants aussi. Et finalement, très lucide,